Bonjour à toutes et tous et bienvenue donc à l'hémicycle de l'Hôtel de Région des Hauts-de-France. Je vous propose de démarrer cette troisième édition des rencontres régionales du réemploi et du recyclage dans le bâtiment. Merci pour votre présence. Je suis ravi de vous voir encore aussi nombreux pour cette journée au sein de l'hémicycle de l'Hôtel de Région, la région que j'en profite pour remercier d'ores et déjà pour son accueil, comme les années passées. Donc je m'appelle Lucien, moi je suis consultant réemploi recyclage au CD2E, donc j'aurai le plaisir d'animer cette journée en partie du moins. Cette journée donc, qui est organisée par notre association. Alors en quelques mots, le CD2E, donc nous sommes le centre de ressources du bâtiment durable des Hauts-de-France. Nous accompagnons les professionnels du secteur du bâtiment que vous êtes vers la transition écologique et ce dans différents domaines. Donc pour en citer quelques-uns, les écomatériaux, la rénovation performante, les énergies renouvelables, les achats durables et aussi évidemment l'économie circulaire. Notre action, elle se traduit par donc la constitution et l'animation de réseaux, par l'accompagnement technique, la formation, le suivi, l'aide au montage de projets. Et elle se concrétise aussi à travers des temps forts comme celui-ci, de sensibilisation et d'information. Et ce, tout au long de l'année. Donc, comme les années passées, aujourd'hui, nous vous proposons une journée de conférences et de tables rondes qui vont se succéder. Une petite nouveauté cette année, nous accueillons des stands d'entreprises adhérentes, donc les stands qui se trouvent dans l'espace de restauration, que vous pourrez visiter durant les pauses. On a essayé de vous aménager des temps de pause un peu plus conséquents cette année pour vous laisser souffler, vous restaurer, mais aussi vous rencontrer et aller à la rencontre des stands de nos adhérents, puisque c'est aussi un des objectifs de cette journée que vous puissiez faire des rencontres professionnelles fructueuses. Voilà, avant de vous rappeler le programme, donc je vais proposer, on va commencer avec les traditionnels discours d'ouverture. Et donc, je vais proposer la parole à Benoît Loison pour cette introduction. Donc Benoît Loison, président du CD2E et président de la Fédération française du bâtiment Hauts-de-France. Merci Benoît, à vous la parole. Bien, bonjour à toutes et à tous et merci. Merci pour cette magnifique mobilisation autour de cette troisième édition, donc des rencontres régionales du réemploi et du recyclage dans le bâtiment. Nous aborderons des sujets d'importance majeure au cœur de toutes les préoccupations des professionnels du bâtiment aujourd'hui. Je remercie tout particulièrement le Conseil régional des Hauts-de-France et son président, M. Xavier Bertrand, de nous accueillir une fois encore au sein de l'Hôtel de Région pour cette belle journée, et également ses représentants ici présents et les représentants donc, de l'ADEME, parce que sans leur soutien, eh bien, cet événement et toutes les actions d'ailleurs sur ce sujet ne pourraient avoir lieu. Nous recevrons d'ailleurs tout à l'heure aussi Aurore Colson, donc conseillère régionale déléguée à l'économie circulaire. Donc nous avons, et je salue la présence donc, de Marie Tison, coordinatrice du pôle économie circulaire à l'ADEME Hauts-de-France, Frédéric Motte, conseiller régional délégué à la transformation de l'économie régionale et président de la mission REF3. Je remercie également les professionnels du bâtiment et de la construction, alors les techniciens, décideurs publics, fédérations, architectes, associations, bailleurs, promoteurs, universitaires, experts, qui ont fait le déplacement. Et évidemment, un grand merci à nos partenaires et intervenants. Alors Frédéric m'a confié une mission délicate, celle de citer nos partenaires. Et évidemment, j'espère n'oublier personne, et notamment ceux dernièrement inscrits. Voilà, donc Rafale Risca d'Écomaison, Benoît Planchard et Elodie Cambillo d'Écominéraux, Marianne Gourcuff de Valobat, Frédéric Denise, donc instigateur de Permac, Pierre Bouisset, conseiller au SAUE de la Somme, Jean-Baptiste Durand de Réampro, Romain Tournois de Socabat, François Imbert de l'ADEME Hauts-de-France, Damien Leral de Serre France, Jean-Luc Rittling
de Riteling Revalorisation et Alain Kiébert de Transition 21, Étienne Fromentin de l'UNICEM Hauts-de-France, Stéphane Bailly du Relais Métis, Jacques Chevalier de l'INIES, Régis Van Kerkhoff de la région Hauts-de-France, Damien Marez et Lionel Bruch d'Ecopal, Sébastien Brouk du Club Noé, et donc et bien d'autres encore que je ne peux citer. Voilà. Hop. Donc, secteur clé de notre économie, le bâtiment est aujourd'hui confronté aux limites des ressources planétaires et aux impacts directement liés au changement climatique. Selon les ministères de la transition écologique et de la transition énergétique, le domaine du BTP au niveau national représente encore aujourd'hui, eh bien, vous savez, 23% des émissions de gaz à effet de serre, 44% de la consommation d'énergie, 19% des déchets produits. On le sait, il s'agit là du deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre, après celui des transports, et le premier secteur consommateur d'énergie. Selon une enquête de la CERC, la cellule économique régionale de la construction des Hauts-de-France, dans notre région en 2021, les entreprises du BTP de notre région ont produit 16,7 millions de tonnes de déchets, auxquels se sont ajoutés 1,7 million de tonnes accueillies par les installations régionales, mais en provenance, une provenance extra-régionale, principalement d'ailleurs d'Île-de-France, ce qui fait que sur ces 18 millions, 4 millions de tonnes ont été réemployées ou réutilisées sur les chantiers. Bon, ça fait 22%. Je dirais que c'est encourageant finalement, mais il faut aller plus loin. Alors, bien que ces chiffres sur la production de déchets tendent à baisser depuis ces dernières années, bon, reconnaissons finalement qu'ils ne baissent pas suffisamment vite. Alors aujourd'hui, plus qu'hier, mais sans doute bien moins que demain, les pratiques des professionnels du BTP sont appelées à de fortes mutations, notamment en matière de réemploi et de recyclage. Les acteurs du secteur sont amenés à faire évoluer leur conduite, tant sur les marchés de déconstruction que de construction ou de rénovation. Alors, cette journée sera l'occasion de faire le point et bien sûr les dernières nouveautés liées au déploiement de la REP, la responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction de bâtiments, d'analyser les étapes clés des filières de réemploi, de présenter aussi des retours d'expérience ambitieux en matière de recyclage, mais également de mettre en lumière les piliers de l'économie circulaire, comme l'éco-conception, l'écologie industrielle et territoriale, ou l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et bien sûr, je ne doute pas que vous allez faire des rencontres enrichissantes, tant humainement que professionnellement. Voilà, ensemble donc nous pouvons construire un avenir meilleur, plus respectueux de l'environnement, plus prospère et plus durable pour les générations à venir. Et je vous encourage donc toutes et tous à participer activement aux discussions, aux échanges qui attestent donc de la nécessité aujourd'hui de ce changement. Alors je vous souhaite une journée fructueuse et enrichissante et je vous remercie à nouveau de votre présence, de votre engagement pour un avenir plus durable dans notre région des Hauts-de-France. Merci beaucoup, Benoît Loison. Maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole à Frédéric Motte, donc, qui est président du programme REV 3, une dynamique qui existe depuis bientôt 10 ans, et conseiller régional délégué à la transformation de l'économie régionale. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes et à tous chez vous. Vous êtes ici chez vous, vous y serez toujours les bienvenus. Je ne vais pas vous refaire mon laïus sur REV 3, vous êtes convaincus, vous connaissez tout ça par cœur. Moi, je voudrais insister sur dans le défi que nous avons de gérer ces transitions, c'est qu'il faut aller vite, il faut massifier, et il faut entraîner tous nos habitants. Et une des clés du succès, c'est la capacité à travailler ensemble. Or, on travaille tellement bien ensemble, cher Benoît, que j'ai rien à rajouter à ton discours, je le partage, j'aurais dit la même chose, donc je ne le répéterai pas, mais c'est un signe. On est vraiment sur le même diapason, sur la même ambition, donc il faut résolument avancer pour justement faire passer les gens à l'acte, parce qu'il faut massifier et faire tous ces outils de pédagogie. Donc moi, pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que de vous encourager à continuer à travailler ensemble, puis à donner des chiffres. C'est bien, mais ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Et donc, alors,
On parle dans ces cas-là de la règle des 3 R. Il y en a d'autres qui vous disent, mais non, il y a 5 R entre les réduire, refuser, rallonger, réparer, recycler. Il y a à la fois des éléments de contrainte qui commencent à arriver. C'est la réglementation, hein, le zéro artificialisation nette, ça veut dire je ne peux plus manger du foncier. C'est la responsabilité les REP. C'est toutes ces réglementations qui vont rentrer dans la commande publique pour obliger à utiliser des matériaux recyclés. Tout ça, c'est un peu sous le côté contrainte. Et puis après, il y a aussi tous les accompagnateurs, parce qu'il ne s'agit pas de dire on va vous contraindre puis débrouillez-vous. C'est justement nous, et c'est l'intérêt de ces journées, c'est comment on peut mieux travailler ensemble. Et donc je salue tout le dynamisme du CD2E, le partenariat exemplaire et j'ai envie de dire quotidien que nous avons avec notre complice qui est l'ADEME. Et c'est ensemble qu'on va pouvoir accompagner nos entreprises. Et donc surtout, ne restez pas seuls, ne restez pas isolés. Si vous voyez des acteurs un peu perdus, venez nous voir, venez voir le CD2E, venez voir l'ADEME. Il y a des outils de formation, il y a des outils de financement, on a des fonds, il y a des fonds européens, il y a des fonds régionaux, il y a des fonds nationaux. Il y a toutes les pièces du puzzle qui sont là. Par contre, on ne pourra pas le faire tout seul. Nous sommes des facilitateurs. On a besoin de votre mobilisation à tous. Donc, 3e journée, c'est évident qu'il y en aura des 4e, des 5e. Tout ce challenge, on ne va pas solutionner tout ça en quelques années. Néanmoins, la tâche est tellement vaste, tellement importante, il faut résolument s'y engager. Donc merci à tous pour votre présence, merci aux organisateurs, et puis très bonne journée de travail. On continuera bien évidemment à être à vos côtés et à suivre tout ça de très près. Très bonne journée. Merci beaucoup Frédéric Motte. Et donc pour terminer l'ouverture de cette journée, j'invite donc Marie Tison, représentante de l'ADEME. Donc Marie, coordinatrice du pôle économie circulaire de l'ADEME Hauts-de-France. À vous la parole. Merci Simon. Bonjour à toutes et à tous. Lucien, Simon, je ne sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi d'ailleurs, Lucien. Oui. Parce que je voulais d'abord, en préambule, excuser Simon Karliskin, qui est mon nouveau directeur régional, qui aurait voulu être présent aujourd'hui, mais qui a été pris par d'autres engagements. La deuxième chose, c'est dire que l'ADEME est ravie d'être à nouveau partenaire de cet événement, 3e édition. On a toujours été là et on sera encore là, je pense, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, ravi d'être là parmi vous. Vous dire qu'il y a un an comme maintenant, j'étais là aussi toute la journée et il y avait une table ronde pour nous présenter les éco-organismes retenus pour la mise en œuvre de la filière en région. Et aujourd'hui, ça y est, c'est fait. La filière REP est en place, la mise en œuvre effectif est depuis le 1er janvier 2023. Et donc, ça fait déjà 11 mois. Depuis 11 mois, chacun d'entre vous, éco-organismes ou acteurs de la filière que vous représentez tous, vous êtes effectivement dans la mise en œuvre. Alors, c'était avant, on n'a pas attendu la filière REP pour que vous puissiez vous ayez pu mettre en action. Mais voilà, on est vraiment c'est cadré aujourd'hui avec des obligations réglementaires. Et parmi les obligations réglementaires, il y a une loi qui est apparue cet été, puisque maintenant, vous avez l'obligation, vous, dans le cadre de cadres spécifiques, mais il y a l'obligation de réaliser des diagnostics, donc produits, équipements, matières et déchets, notamment donc, pour des opérations intégrant soit une démolition ou une rénovation de bâtiments, une surface cumulée minimum de 1000 m², mais bon, il y a d'autres critères. Mais ça veut dire que petit à petit, il y a des lois qui se mettent en place et des obligations qui se mettent en place sur lesquelles, effectivement, on se doit d'y répondre. Alors, ça a été rappelé par le président, M. Loison, la filière bâtiment Hauts-de-France, ça reste quand même... bâtiments et travaux publics, je précise, le premier producteur de déchets du bâtiment et travaux publics en région. Vous l'avez dit, à peu près un peu moins de 20 millions de tonnes, dont à peu près un peu moins de 3 millions de tonnes pour le bâtiment. On a un vrai challenge devant nous parce qu'en termes de réemploi, mais pas que, parce qu'on insiste, la journée ne s'appelle pas que la journée du réemploi, c'est également la journée du recyclage. À l'ADEME, on insiste beaucoup là-dessus. Parce qu'il y a encore effectivement de vrais potentiels de réemploi et de recyclage sur ces déchets-là, notamment sur les déchets de seconde œuvre, parce qu'ils sont difficiles à capter
et ils sont souvent en mélange. Donc effectivement, on aura aussi beaucoup d'efforts, notamment sur des opérations, par exemple, de déconstruction sélective, à mieux trier pour capter déjà des gisements de qualité et en même temps des volumes plus importants pour les mettre dans des filières de réemploi ou de valorisation en termes de recyclage. On pourrait se dire, effectivement, on a des bons chiffres, à peu près de mémoire, le taux de recyclage moyen actuel, tout matériaux confondus, c'est à peu près 38%. Ceci dit, on sait qu'il y a des matériaux, exemple les métaux, le taux de valorisation est extrêmement élevé, contrairement à d'autres matériaux, comme je vais citer par exemple le verre plat, les moquettes par exemple, où là on a des taux de recyclage vraiment très très bas et c'est des gisements qui sont quand même assez importants, qu'il faut effectivement pouvoir trouver des solutions. Donc je vous l'ai dit, la question du réemploi couplé au recyclage, mais on pourrait rajouter tous les R que Monsieur Mott a effectivement cités. Je voudrais effectivement également évoquer, c'est l'action de l'ADEME. L'action de l'ADEME, vous le savez, c'est de l'expertise, c'est de la connaissance avec des études. C'est aussi ce partenariat notamment avec le CD2E sur cette filière. Mais voilà, nous, notre action, c'est à la fois, et en la présence effectivement ici de François Imbert, c'est à la fois d'agir sur la réduction à la source. Donc on a parlé d'éco-conception, la question du réemploi. J'aimerais aussi intégrer la question aussi des achats. Parce que c'est important aussi que dans les appels d'offres des collectivités, par exemple, on puisse y intégrer des clauses environnementales, ce qu'on appelle les clauses vertes du côté du CT2E, voilà, pour intégrer toute cette approche d'achat public durable dans les marchés qui vont faire évoluer aussi et mettre en performance tous les opérations qu'on pourrait avoir. La deuxième, je l'ai déjà dit, c'est la déconstruction sélective, avec effectivement notre ambition de capter le plus de gisements, le mieux triés et en termes de quantité, pour les valoriser en termes de réemploi ou de recyclage. Et puis, une autre dimension qui nous tient à cœur à l'ADEME, qui sera également abordée durant la journée, c'est de concilier à la fois l'économie circulaire et l'urbanisme, ce que nous on appelle l'urbanisme circulaire. D'ailleurs, on a ramené la dernière publication de l'ADEME qui sera disponible sur les stands, on l'a eu tout chaud, on l'a été livré hier, donc comme ça... C'est vraiment tout neuf. Et pour intégrer cette dimension plutôt systémique, donc l'approche territoriale, locale, mais avec cette connotation planification, et puis la question des usages des bâtiments que nous rénovons. Tout à l'heure, Frédéric Mott a parlé effectivement d'économie de la fonctionnalité. Voilà, c'est la question des usages. Et puis, avant d'en terminer, je voudrais quand même vous rappeler l'ADEME, mais pas que l'ADEME, mais on mène des travaux de prospective. Donc, ici en région Hauts-de-France, dans le cadre de la dynamique REF 3 avec nos partenaires, donc région, État, CCI notamment, donc c'était économie circulaire et emploi, et on avait fait un zoom sur le volet bâtiment, les déchets du bâtiment, où on évoque effectivement au-delà de la prospective en termes d'emploi, mais également on a un volet sur biosourcé dans le bâtiment. Donc je vous invite effectivement à aller sur le site de la librairie ou de vous rapprocher de mon collègue François Imbert. Et puis l'ADEME a mené également des études de prospective Transition 2050, où on a abordé effectivement la question des ressources et des matières. Et cette neutralité carbone climatique à 2050, elle est fortement liée à ces sujets de sobriété qui s'appliquent à la filière bâtiment. Sobriété, je mets un S au début, je mets un S surtout à la fin. Parce que dans la filière que nous échangeons aujourd'hui, ce n'est pas juste la sobriété ressources matières. Bien sûr, il y a la ressource énergétique, mais il y a aussi la ressource foncière. Et donc, de la sobriété foncière. Donc c'est important effectivement d'avoir ce triptyque, quand on parle de sobriété dans la filière bâtiment, d'avoir ce triptyque ressources, déchets, foncière et énergie. Et puis je vais finir mes propos pour lancer quand même la suite, de vous souhaiter une très belle journée qui doit vous permettre d'échanger, partager, et j'en suis sûre qu'elle sera très très inspirante. En tout cas, très belle journée. Merci. Merci beaucoup, Marie Tison.
Donc c'est parti, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous rappeler donc le programme de cette journée. On aura donc quatre conférences et tables rondes. Donc nous allons démarrer comme l'an passé avec une conférence sur les actualités, les nouveautés qui touchent à la nouvelle réglementation liée à la loi AGEC. Donc nous aurons, on va y venir tout de suite. Dans la deuxième partie de matinée, donc après une première pause, nous aurons une table ronde dédiée aux étapes clés du réemploi. Donc on aura une diversité d'intervenants qui mettront en lumière les principaux enjeux liés à chaque étape de la filière d'un processus de réemploi. Pause midi, pour vous restaurer et encore visiter les stands. Et puis l'après-midi, donc, une conférence plus spécifiquement sur le recyclage. Donc on aura des retours d'expériences inspirants en région, de projets assez ambitieux sur la valorisation du plâtre ou d'autres matériaux. Et pour terminer la journée, on aura une conférence qui s'intéressera donc à d'autres aspects de l'économie circulaire. On fera un petit pas de côté par rapport au réemploi et au recyclage pour mettre en lumière d'autres piliers de l'économie circulaire qui sont peut-être un petit peu moins dans les esprits, mais qui sont tout aussi importants. Et j'en profite pour rappeler donc une dernière petite actualité donc sur le réemploi. Cette année, la grande nouveauté de l'action CD2E, ça va être notamment le lancement d'un programme, le Booster du réemploi des Hauts-de-France, que nous avons le plaisir donc d'animer en partenariat avec A4MT, dont certaines personnes en sont présentes ici aussi. Et donc c'est la nouveauté de cette action-là. On pourra évidemment vous en dire plus pendant le moment de stand. Programme collectif d'accompagnement de la maîtrise d'ouvrage. Donc on va commencer. Donc la loi AGEC, il y a un sujet, Marie l'a évoqué, le diagnostic produits, équipements, matériaux, déchets, qui va plus loin que les diagnostics déchets qui étaient précédemment en vigueur. Donc on a la chance d'avoir la présence du Centre scientifique et technique du bâtiment aujourd'hui, donc avec Camille Gollen. Camille, vous êtes responsable de la division économie circulaire et analyse des filières au CSTB. Et donc vous allez nous parler plus particulièrement de ce diagnostic et aussi de la toute nouvelle plateforme PEMD qui a été mise en place pour centraliser les données de ces diagnostics et puis qui a aussi bien d'autres fonctionnalités. Donc je vous laisse la parole et votre présentation est normalement présente juste ici. Merci. Donc oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Camille Gollen, je représente le CSTB, Centre scientifique et technique du bâtiment. Je vais vous parler de la plateforme PEMD, donc on l'a entendu en introduction, plateforme produits, équipements, matériaux, déchets, plateforme réglementaire que nous avons développée au CSTB pour le compte du ministère et avec le soutien financier de l'ADEME au travers du plan de relance. En introduction, je vais rapidement vous parler du CSTB et de la recherche en économie circulaire au CSTB. Donc, le CSTB, on est un EPIC, un établissement public industriel et commercial, et on a différentes missions d'accompagnement du secteur du bâtiment dans ses enjeux d'aujourd'hui et de demain. Un des métiers du CSTB, c'est celui de la recherche et de l'expertise. C'est mon métier, et moi, je travaille plus spécifiquement sur les questions d'économie circulaire. Nos recherches en économie circulaire s'articulent autour de 3 axes. Un premier axe qui vise à mieux connaître, développer des outils, des méthodologies pour comprendre et apporter de la connaissance autour des flux, des stocks et de la prospective pour mieux comprendre les enjeux d'aujourd'hui, de demain, en termes de filières et de flux. On a notamment développé un outil qui s'appelle BTP Flux, qui vise à caractériser un parc bâti et à venir modéliser ces dynamiques pour avoir des flux entrants, sortants, et ainsi accompagner la stratégie de territoire en ce qui concerne l'économie circulaire. Deuxième axe, la valorisation de l'existant. Donc, il s'agit aujourd'hui d'optimiser la valorisation des produits, équipements, matériaux, déchets, enfin des produits, équipements, matériaux, donc des gisements qui sont déjà constitutifs de nos bâtiments existants. Donc on travaille plus spécifiquement sur la déconstruction sélective, l'optimisation de la valorisation, donc je vais vous parler notamment de la plateforme PEMD, plateforme réglementaire, et puis on travaille également sur le réemploi avec par exemple le projet de recherche Spirou
qui vise à travailler sur ces questions de réemploi. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à chercher réemploi CSTB pour plus en savoir. On travaille également sur les questions de recycler. Enfin, je fais vraiment un tour rapide et ce sera abordé en dernière partie de ces journées. On travaille sur la question de l'anticipation au stade de la conception et ce, aux échelles produits, ouvrages et quartiers. On travaille sur cette question-là. On va en gros travailler sur des méthodes, des outils. Dans les méthodes, j'entends comment est-ce que, répondre à la question, comment est-ce qu'on évalue, comment est-ce qu'on calcule la circularité d'un produit, d'un ouvrage, au travers de quels indicateurs. Je ne vous en dis pas plus, vous en apprendrez un peu plus en fin de journée. Je passe donc au contexte réglementaire, au cadre réglementaire qui accompagne donc le diagnostic PEMD et son récolement. Donc c'est une évolution réglementaire qui a été introduite dans la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, et qui a été précisée dans un décret en 2021. Cette évolution réglementaire, elle concerne l'évolution d'un ancien diagnostic qui avait été introduit en 2011, le diagnostic déchets. Donc déjà, on l'entend, on passe d'un diagnostic déchets à un diagnostic produits, équipements, matériaux et déchets. Donc vous allez bien comprendre, son périmètre de l'ancien diagnostic déchets est élargi pour englober une vision beaucoup plus large d'économie circulaire. On vient regarder donc, le bâtiment qui est diagnostiqué, non plus comme une somme de déchets, mais avant tout comme une somme de ressources qu'on vient analyser et dont on vient comprendre, optimiser la valorisation future. Donc extension du périmètre, donc à double aspect. Donc je l'ai dit, pour venir renforcer la vision réemploi, donc produits, équipements, matériaux, on va d'abord se questionner sur le potentiel de réemploi de ce qui constitue le bâtiment qui est analysé. Et puis, on va ensuite s'intéresser, en respectant la hiérarchisation des modes de traitement, à son potentiel de recyclage et d'autres types de valorisation et d'élimination. On a aussi une autre extension du périmètre. Le diagnostic déchets, lui, concernait uniquement les bâtiments qui faisaient l'objet d'une déconstruction, démolition. Le diagnostic PEMD, lui, il vient s'étendre également aux réhabilitations significatives. Et donc, c'est pour les réhabilitations significatives et les démolitions de plus de 1000 m², ou, pour vous simplifier le deuxième paragraphe, ayant accueilli des activités dangereuses. On a un arrêté qui a été publié pour venir statuer sur une date de mise en œuvre donc, qui est passée et qui a été introduite donc, au 1er juillet 2023. Et cet arrêté vient préciser les termes de démolition, d'opération de réhabilitation significative, et puis transmettre le cadre, donc à la fois de diagnostic et de récolement, je vais y revenir, des éléments qui doivent être transmis au CSTB au travers de la plateforme. Donc pour synthétiser, on va dire un peu les différentes étapes et les obligations, on a donc une opération avec phase de conception, phase de réalisation. On a un premier jalon réglementaire, celui du diagnostic. Donc on doit avoir réalisé le diagnostic et transmis le diagnostic au CSTB avant, donc, soit le dépôt de demande d'autorisation d'urbanisme ou à défaut, ça veut dire que s'il n'y en a pas, l'acceptation des devis ou passation de marché. Donc avant cela, on doit avoir, comme je l'ai dit, réalisé le diagnostic PEMD, compléter le formulaire au travers de la plateforme. Ce formulaire, donc le diagnostic, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une analyse 360 du potentiel de valorisation, d'abord réemploi, ensuite autre type de valorisation, d'un bâtiment visant à être rénové ou démoli, et rentrant dans le cadre, bien entendu, réglementaire que j'ai précisé plus tôt. Sur la plateforme, et ça a été introduit, bien entendu, dans le texte, pour que ces données soient utiles, pour qu'on puisse collectivement capitaliser sur les données du diagnostic, une autre évolution réglementaire, c'est la mise en visibilité des gisements. Donc ça veut dire que, sous réserve de l'accord du maître d'ouvrage, quand vous avez transmis les informations du diagnostic, donc
des gisements étant identifiés comme réemployables, des gisements étant identifiés comme recyclables. On a sur la plateforme, et ce sera illustré tout à l'heure, une carte publique, où vous n'avez pas besoin de vous connecter sur la plateforme, qui vise à partager en open data et accessible aussi via API pour les outils qui le souhaitent, la carte des gisements qui ont été transmis à la plateforme avec un certain nombre d'informations sur la localité, donc en allant au maximum jusqu'à la commune, la date estimée de début de chantier, des informations quantitatives et de description sur les gisements concernés. Donc ça, c'était pour le diagnostic et la mise en visibilité de ce diagnostic. Ensuite, j'ai parlé de récolement, on a un deuxième jalon qui est celui de 90 jours après l'achèvement des travaux. Le récolement, il y avait aussi cette obligation dans le diagnostic déchets, c'est un suivi à nouveau quantitatif et dans lequel on a identifié les différentes filières vers lesquelles ont été envoyés les gisements donc réemployés et valorisés. On a donc ce suivi qui doit être réalisé sur le chantier et ensuite on doit transmettre le formulaire de récolement, ça veut dire une synthèse de dans quelle quantité, quelle typologie, vers où ont été envoyés ces gisements. Donc c'est un formulaire à compléter au maximum 90 jours après l'achèvement des travaux. Ensuite, sur les fonctionnalités de la plateforme PEMD, donc de façon synthétique, quels objectifs? Prendre le relais de l'ancienne plateforme de l'ADEME, donc ça je ne l'ai pas trop introduit, mais dans le diagnostic déchets, il y avait une plateforme de l'ADEME qui permettait de récolter uniquement en fin de chantier, donc c'était assez, on va dire, ascendant, sans retour pour les maîtres d'ouvrage, une plateforme qui permettait de récolter les données. La plateforme PEMD vient prendre le relais de cette plateforme avec, comme je vous l'ai dit, un processus en 2 temps, plus une mise en visibilité pour que les données soient utiles à tous, des données des diagnostics. Les fonctionnalités permettent aux maîtres d'ouvrage de respecter leurs obligations réglementaires, réalisation du diagnostic, transmission du diagnostic, réalisation du suivi en chantier, transmission du récolement. Mettre en visibilité, je pense l'avoir dit assez de fois, et organiser un retour d'informations auprès des maîtres d'ouvrage. Donc les maîtres d'ouvrage, quand ils accèdent à la plateforme, ils se connectent. C'est un décompte gratuit, c'est une plateforme réglementaire, mais il y a quand même besoin, parce que c'est une responsabilité réglementaire, de vous identifier. Ils ont la possibilité d'avoir un certain nombre de retours, d'informations sur leur gisement et sur leur opération au travers de la plateforme. Et puis enfin, l'objectif de la plateforme, c'est aussi de créer les bonnes conditions pour que le ministère puisse contrôler la bonne application de la réglementation. Donc je vous l'ai dit, l'objectif de la plateforme, donc on a un espace public, donc avec une page d'accueil, une cartographie sur laquelle on peut venir accéder aux gisements qui sont publiés. Et puis on a donc des profils pour lesquels c'est nécessaire de créer un compte, à nouveau gratuitement, et sur lesquels on peut accéder donc, à différentes fonctionnalités. Le profil MOA, donc c'est lui qui porte la responsabilité réglementaire, c'est lui qui va pouvoir créer l'opération. Et puis, le profil, un autre profil qu'on a mis très largement volontairement, qui s'appelle acteur du bâtiment et de la valorisation, qui lui a 2 types de fonctionnalités. En base, ça veut dire accessible à tous, une fonctionnalité de manifestation d'intérêt sur un gisement ou des gisements donnés. Et puis en option, dans le sens où ce sera assez spécifique, il faut qu'il y ait une demande de délégation de la part du maître d'ouvrage, la possibilité de compléter pour le compte du maître d'ouvrage une partie du diagnostic ou du récolement. Bon, ce schéma, je viens un petit peu d'en parler, hein, donc le maître d'ouvrage a aussi, peut-être pour rajouter, a aussi accès aux fonctionnalités du profil acteur du bâtiment, dans le sens où il peut lui aussi manifester son intérêt. Il a ces fonctionnalités-là sur sa page. Enfin, pour finir, quelques éléments de calendrier. Donc, la plateforme V1 est opérationnelle depuis début juillet 2023, donc depuis le début de l'obligation réglementaire. Vous avez le lien là, que je vous ai remis là. On est en train de travailler donc, à une V2 qui sera disponible en avril 2024.
Et notamment dans nos travaux, là, en ce moment, on travaille à la mise en place d'un fichier d'import des gisements. Donc, par gisement, j'entends en diagnostic la liste des gisements qui ont été identifiés comme potentiellement réemployables, la liste des déchets qui ont été identifiés comme valorisables et autres types de valorisation, et également en récollement. Donc pour l'instant, c'est assez chronophage sur la plateforme, il faut rajouter à la main les gisements. Là, on a pu tester avec des outils qui sont des outils de diagnostic, la réalisation d'un fichier qui pourra être chargé sur la plateforme. Donc ça, on va organiser un webinaire d'ici début décembre pour communiquer. Bon, là, pour le coup, ce sera un webinaire assez technique. Le but, c'est de transmettre les informations nécessaires pour pouvoir utiliser ces fichiers CSV. Si vous voulez être tenu au courant des prochaines étapes, notamment de ce webinaire, si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à écrire à l'adresse suivante, donc plateforme.pemd@cstb.fr. Voilà. Merci beaucoup Camille pour toutes ces explications. Est-ce qu'il y a des questions de votre part? Alors pour poser des questions, c'est très simple. Vous avez donc les micros à chaque place. Il vous faut appuyer sur le bouton qui est à côté avant de prendre la parole. Ne confondez pas votre micro et votre lampe, mais sinon, tout fonctionne. Donc on peut prendre une ou deux questions qui viendraient compléter peut-être les explications de Camille. En général, il faut un petit temps pour que la salle se lance. Je me demande peut-être une précision sur... donc avant, il existait une plateforme qui était prise en charge, il me semble, par l'ADEME. Est-ce qu'il y a toujours... donc il y aura des liens avec cette ancienne plateforme et donc je suppose avec les anciennes données de l'ADEME. Et est-ce que vous avez aussi des systèmes de liens avec d'autres plateformes de mise en visibilité du gisement ou de la demande qui pourrait exister? Comment c'est interopérable en quelque sorte? Oui, sur l'ancienne plateforme de l'ADEME, donc comme je l'ai dit, l'objectif c'était vraiment de venir récolter les données, donc de venir charger des équivalents PDF et de venir pouvoir juste récolter de la donnée statistique pour l'État. Donc c'est vraiment pas les mêmes données et pas les mêmes temporalités, parce que c'est pas les mêmes opérations qui sont concernées. Donc on est bien entendu, et puis c'est l'ADEME aussi qui cofinançait ce projet-là, donc en lien avec eux, mais il n'y a pas de lien entre les différentes données. Après, pour le lien avec les autres plateformes, donc ce que j'ai dit rapidement, synthétiquement, donc sur la question de la carte des gisements, donc c'est une grande base de données, en tout cas au fur et à mesure qu'elle sera complétée par les opérations. C'est une grande base de données des gisements qui sont identifiés dans les diagnostics. Et ça, elle est accessible donc publiquement on a la possibilité d'accéder, donc pour des outils, des plateformes de mise en visibilité, accéder à ces données au travers d'une API, donc d'un accès automatique, on va dire d'une connexion automatique à la plateforme. Voilà pour ça. Et puis après, comme je le disais, là en ce moment, on travaille pour justement être en lien, alors ce n'est pas des plateformes, mais justement avec les outils de diagnostic, pour qu'un maître d'ouvrage qui a fait réaliser un diagnostic par un outil, ou même qu'un diagnostiqueur qui a son propre outil, par exemple Excel, puisse sortir un fichier unique qui ensuite sera intégré automatiquement à la plateforme pour éviter de devoir réintégrer les données qui ont été déjà modélisées dans un outil ou dans un fichier d'un diagnostiqueur qui lui est propre. Voilà. Et après, dernier point, qui concerne plutôt la partie chantier. Il y a deux autres plateformes qui ont été un peu... qui sont arrivées à peu près dans les mêmes timings, un peu en avance. Donc j'entends par là Track Déchets sur les déchets dangereux et le RNDTS sur les terres. Donc ça, pour l'instant, il n'y a pas de lien effectif. La plateforme est encore jeune, mais bien entendu, on souhaite que cette traçabilité des déchets dangereux, cette traçabilité des terres en chantier puisse être en lien. Donc à nouveau, c'est quand même très spécifique par rapport au périmètre que je vous ai décrit de la plateforme PMD. Néanmoins, c'est important que les données de traçabilité des déchets dangereux et des terres qui sont dans les deux plateformes réglementaires que j'ai citées soient en lien avec la plateforme PMD. Donc ça, on va y travailler. Forcément, c'est le lancement, donc on travaille étape par étape. Voilà.
Merci pour ces compléments. Peut-être un dernier mot, si là je suis maître d'ouvrage et que si je ne suis pas encore inscrit, la toute première étape, quelle est-elle et quelle retombée utile je peux espérer avec mon inscription? La toute première étape, vous connectez déjà à la... Ah, c'est plus affiché là, mais au lien, merci, au lien de la plateforme PEMD. Ensuite, vous pouvez déjà parcourir la plateforme, mieux comprendre ce que je vous ai résumé là, parce qu'il y a des éléments de synthèse sur l'obligation réglementaire. Et puis, créer votre compte et lancer votre première opération. Prendre en main en fait ces éléments-là et peut-être aussi tester la délégation pour le diagnostic, par exemple un diagnostiqueur ou un AMO. On va dire que sur les profils de délégation, on a volontairement ouvert parce que toute opération est différente et il y a forcément des souhaits de délégation différents en diagnostic, en récollement et selon les tailles ou les typologies d'opérations. Merci beaucoup Camille. Donc je vous propose de poursuivre. Donc toujours sur le sujet de réglementation, on va encore parler de la REP, donc une nouveauté de cette année qui n'était pas encore en place il y a un an, c'est l'arrivée de l'organisme coordonnateur agréé pour le bâtiment, donc une société par action simplifiée qui regroupe les 4 éco-organismes. Donc comme l'an passé, on a la chance d'avoir des représentants de 3 des éco-organismes ce matin. Et donc, pour cette journée, nous avons choisi de vous présenter qu'est-ce que l'OCAB, déjà, pourquoi la création de ce nouvel organisme, et puis une petite analyse des perspectives pour le déploiement des futures étapes de la mise en place de la REP. Donc on sait que c'est un processus sur le long cours. Donc j'accueille Mathieu Iblot, qui travaille chez Ecominero et donc qui va vous présenter l'OCAB en quelques mots avant de parler du calendrier et des étapes de la mise en place. Bienvenue Mathieu et à vous la parole. Donc c'était la présentation, c'est celle-ci. Oui, c'est ça. Alors bonjour à tous, j'aimerais beaucoup être Mathieu Iblot, mais malheureusement je ne suis que son responsable institutionnel auprès d'Ecominero, donc Benoît Planchard. Autant pour moi. C'est un objectif de devenir directeur délégué d'Ecominero. Écoutez, bonjour à tous. Moi, je suis donc Benoît Planchard. Je vais vous parler au nom de l'OCA Bâtiment. L'OCA Bâtiment, qu'est-ce que c'est? Ça a été créé en février dernier et ça pilote les 4 éco-organismes de la filière PMCB, de la filière du bâtiment. Ces 4 éco-organismes que sont Ecomaison, Ecominero, Valdelia et Valobat. Donc, une société à action simplifiée qui a été délivrée il y a peu de temps, le 17 février 2023 par l'État, jusqu'à fin 2024. Pourquoi fin 2024 ? Ah oui, je suis en train de dérouler, il n'y a pas d'écran derrière. Merci. Et donc là, c'est... Ah oui, je fais comme ça. Ok. Alors, j'ai pas mes lunettes, du coup. Mais je vais pouvoir me rapprocher peut-être de l'écran. Ouais, ça fait un peu chaud. Ok, c'est gentil. Du coup, on va peut-être... Vous pouvez passer les slides, du coup? Ah oui, c'est comme ça, ok. Mais non, c'est ça qui est très curieux. Ah voilà. Non, c'est bon. Voilà. Donc pourquoi fin février, pourquoi fin 2024? Parce qu'on est challengé régulièrement par l'État. On fait pas mal de concertations avec l'État, la DGPR notamment, la CIFREP. Et c'est pour ça que régulièrement, on doit, si je puis dire, rendre des comptes. Et c'est pour ça que dès fin 2024, on va devoir faire une nouvelle demande d'agrément pour l'OCA Bâtiment. Donc les deux missions principales, c'est assurer l'équilibrage de la filière. Alors c'est une phrase un peu technocratique qui est écrite, c'est faire respecter les obligations de collecte à due proportion de la part de marché amont. Alors, pour le dire un peu plus simplement, c'est quand un éco-organisme à 80% de sa part de marché en amont, c'est-à-dire que les producteurs versent une éco-contribution et donc
permet à l'éco-organisme d'avoir par exemple 80% de marché, notamment l'inerte, et ben, il va devoir prendre en charge les obligations de collecte, donc en aval les points de reprise de ces 80%. Et si, par exemple, il en faisait 60%, et ben, il y aura un système de vase communicant, enfin de remboursement de l'autre éco-organisme pour qu'il puisse faire respecter l'équilibrage de la filière. Et puis ensuite, il y a forcément, puisqu'on est agréé par l'État et qu'on est l'organisme coordinateur pilote, si je puis dire, ces 4 éco-organismes, des sujets d'intérêt général, des sujets d'intérêt commun, comme les standards de collecte séparés ou de collecte conjointe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met dans les bennes exactement, dans la filière du bâtiment, des exigences de traçabilité, la mise en œuvre du maillage territorial dans les territoires, c'est-à-dire que l'État, la réglementation nous demande qu'il puisse avoir un point de reprise qui doit devenir point de maillage tous les 10 ou les 20 km en fonction de critères que sont la densité de population ou le taux d'emploi dans la construction. Donc j'y reviendrai un peu plus tard. La gestion des dépôts sauvages et des déchets inertes, et puis ainsi que l'élaboration du contrat type pour les collectivités, qui est donc opérationnel depuis le 19 juillet dernier. Et un certain nombre d'études sur l'écomodulation, sur les transports, sur les dépôts sauvages, qui nous amènent à pas mal de concertations régulièrement au sein de l'OCA Bâtiment. Pour revenir rapidement sur la gouvernance. Alors, la gouvernance, il y a 3 types de structures là qui sont mentionnées. Le comité stratégique, en fait, c'est tous les sujets dits au CAB Bâtiment, sur le maillage, sur le transport, sur la communication, sur l'équilibrage financier dont j'ai parlé, ce qui permet à ce que l'ensemble des dirigeants de l'OCAB, chaque président de l'OCAB doit être présent à ce comité stratégique, doivent se réunir à chaque fois qu'il y a des sujets d'importance et valider l'ensemble de ces sujets. Il y a aussi un comité technique opérationnel. Alors ça, c'est l'OCAB, donc les membres de l'OCAB, ainsi que des parties prenantes, fédération du bâtiment, collectivités, associations, une trentaine environ, qui se réunissent là encore pour valider un certain nombre de sujets qui vont être mis en œuvre. Je prendrai l'exemple notamment du standard de tri. Le comité des techniques opérationnelles a donné son accord à la majorité. Alors, il y avait certains avis défavorables, mais il y a eu une majorité assez claire pour que les standards de tri soient validés. Ça a eu lieu le 28 avril dernier. Et puis un certain nombre de groupes de travail techniques, notamment sur le coût des transports sur les chantiers, à partir de quel tonnage la reprise doit être gratuite, avec les producteurs, c'est-à-dire en amont, sur le maillage territorial, sur le Dromcom, sur les collectivités locales. Tout un tas de sujets qui peuvent encore venir s'ajouter, d'où le fait qu'il y ait 3 petits points, et qui fait en sorte qu'on avance petit à petit sur différents sujets très variés. Alors le maillage territorial, alors, comme je vous ai dit, la réglementation, le décret du 31 décembre 2021 sur la REP PMCB, issue elle-même de cette fameuse loi AGEC du 10 février 2020, impose qu'il y ait un point de reprise tous les 10 ou 20 km qui doit devenir un point de maillage. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est qu'un point de maillage? Un point de maillage, c'est dans une même zone, même espace, même point de reprise, il doit y avoir les 6 flux de déchets de PMCB, le bois, l'inerte, le plâtre, le plastique, les huisseries, il m'en manquait un, le métal. En plus de ça, il doit y avoir une zone dédiée au réemploi, et en plus de ça, il doit y avoir une zone dédiée aux déchets dangereux du bâtiment dans une de ces structures sur 2. Donc ça, c'est notre objectif. Aujourd'hui, en France, il y a très peu de points de maillage. C'est quelque chose qui... Voilà, il y en a quelques-uns, mais il y en a très très peu. Et donc, il faut qu'il y en ait donc, tous les 10 ou 20 km. Donc là, vous voyez en rose, c'est tous les 10 km. En vert, tous les 20 km. Ce que vous voyez sur la carte, ce n'est pas des départements, c'est des zones d'emploi. Donc il y en a 300. Zone d'emploi, ça a été créé par l'INSEE en fonction de la zone de chalandise des actifs qui vont travailler à un point. Voilà. À partir de ça, nous, éco-organismes, on va se structurer par rapport à différents types d'acteurs qui peuvent être points de reprise. Ce sont les négoces ou les distributeurs
qui, à partir de 2024, à partir de 4000 m², doivent accueillir ces 6 flux de la REP PMCB, les déchetteries professionnelles, les déchetteries publiques, les plateformes de recyclage, notamment les carrières pour ce qui est de l'inerte. On a en gros un potentiel de 10 000 points de reprise, donc ce qui n'est pas négligeable, et donc ce qui va nous permettre aujourd'hui d'essayer de contractualiser avec le plus de ces acteurs. Pour faire un petit exemple, aujourd'hui, si je prends les 4 éco-organismes, je fais une moyenne, mais aujourd'hui, on doit être à 1800 en gros points de reprise avec lesquels on a contractualisé avec ces différents types d'acteurs. C'est conforme à ce que nous demande la réglementation. On est plutôt dans les clous. On va monter de manière exponentielle en 2024 avec la montée en charge des contractualisations avec les déchetteries publiques. Et ce que vous voyez là, c'est un site public. Vous pouvez y accéder sur okabâtiment.org. C'est sur le site, ça tombe bien, de l'agglomération de Lille, l'ensemble des points de reprise qui ont contractualisé avec des éco-organismes. Et donc, si vous voulez, donc moi je suis artisan, je veux déposer un certain type de déchets ou je veux en déposer plusieurs. Donc j'affine ma recherche en fonction du déchet que je veux déposer. Et donc je vois l'ensemble des points de reprise qui s'affichent sur l'écran. Alors il y a un code couleur vert, c'est-à-dire qu'il est opérationnel aujourd'hui, depuis le 2 mai dernier. Date de la mise en œuvre directe de la REP PMCB. Orange, c'est en cours d'ouverture, ça le sera dans le mois. Et en rouge, c'est en cours de validation, ça le sera d'ici au 31 décembre ou dans les semaines à venir. Et donc vous avez le type d'opérateur, donc là il se trouve c'est un distributeur, son adresse et les déchets qu'il souhaite accepter. Concernant donc les déchetteries publiques. Alors, les déchetteries publiques, c'est un contrat unique. C'est un contrat unique, pourquoi? Parce que là, il s'agit vraiment d'un sujet d'intérêt général. Ce n'est pas chaque éco-organisme qui va être en concurrence l'un avec l'autre. Donc, le contrat est unique, parce que ce qui nous est soumis par le Code de l'environnement. Ça a été issu d'une concertation, ce contrat unique, qui a été topé, si je puis dire, par les associations de collectivités que sont Amorce, le Centre national du recyclage, des régions de France, l'AMF et la DCF pour ce qui est des intercommunalités de France. Donc une concertation qui a eu lieu, il me semble, depuis le mois de janvier, fin janvier, toutes les semaines, tous les mercredis à 9h du matin. On se réunissait pour trouver cet accord, ligne à ligne. On a finalement réussi, avec quelques points de divergence, mais on a finalement trouvé un accord et qui s'est conclu donc, par le fait que le 19 juillet dernier, n'importe quelle collectivité peut commencer son processus de convention en vue d'une mise en place opérationnelle des déchetteries publiques. Donc, à l'instar des autres types d'opérateurs, ce sont les déchets de la catégorie 1, que sont l'inerte, et la catégorie 2, que sont les non inertes, donc le second œuvre du bâtiment qui sont acceptés, mais ainsi que les déchets dangereux du bâtiment ainsi que les zones de réemploi. Qu'est-ce que je peux rajouter? Oui, ce qui est important, ce que je vais rajouter, c'est qu'il y a forcément un seuil de tolérance qui a été entendu. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, l'idée, c'est d'accueillir uniquement la collecte séparée, benne par benne, mais en fonction des remontées qui nous ont été transmises et en fonction du manque de foncier qu'il y a de nombreuses collectivités, on va permettre de prendre en charge la collecte séparée. La collecte conjointe, pardon. Et la collecte conjointe, qu'est-ce que c'est? C'est mettre en place dans une même benne différents types de matériaux, mais qui sont valorisables, qui sont séparables. Par exemple, le bois et le plastique sont des matériaux séparables qui peuvent être séparés facilement en vue, ne remettant pas en cause la valorisation de ces déchets. On va aussi permettre la collecte en mélange, c'est-à-dire qu'on va permettre de mettre dans une même benne un même type de produit, mais issu de différentes REP. C'est-à-dire qu'on pourra mettre dans une même benne un bois issu d'ameublement, un bois issu de la construction du bâtiment, un bois issu de jouets dans cette même benne. Donc ça fait partie de cette concertation pour gérer ce sujet sur le foncier qui nous est revenu très, très régulièrement. Effectivement,
L'idée aussi, c'est d'accueillir des zones de réemploi pour les produits et matériaux du bâtiment. Ça ne déroule plus. Ça va? Ouais, c'est bon. Du coup, ouais, voilà. Donc le déploiement. Alors, le contrat va démarrer. Merci beaucoup. Le contrat va démarrer le premier jour du mois qui suit la signature. Si c'est une prise en charge financière, c'est-à-dire que l'éco-organisme, le LOCAB ne prend en charge que le remboursement, un soutien financier, ça va se faire tout de suite. Si en revanche c'est plus opérationnel, c'est-à-dire qu'on va amener des contenants, on va s'occuper de la rotation des bennes, ça mettra un peu plus de temps, avec un délai maximum de 2 mois. Sachant qu'en 2024, notre objectif, c'est que tous les déchetteries publiques puissent avoir fait leur demande. Et notre objectif, c'est que 100% des déchetteries qui veulent être point de maillage puissent l'être avant le mois de juillet 2024. Sachant que c'est aux déchetteries publiques de choisir leur public. Si elles veulent choisir uniquement ménager ou professionnels ou les deux, c'est elles qui font leur choix. Donc la signature du contrat se fait via donc au départ par la base qu'on s'appelle la base Territéo, dans laquelle la collectivité fait une demande de convention. Et donc c'est l'OCAB qui va donc adresser un accusé de réception à la collectivité territoriale. Ensuite, elle va transmettre un questionnaire sur quel type de scénario vous souhaitez, vous, la collectivité, pour chacun de vos points de reprise. Elle va faire cette proposition à l'éco-organisme. Elle va donc après transmettre son questionnaire sur ce scénario, sur le mode opérationnel. Elle va devoir joindre à cela une délibération pour avoir un geste un peu politique de cette opération. Et ensuite, l'OCAB va proposer à la collectivité un éco-organisme selon un modèle de répartition géographique. Après, l'OCAB va éditer le projet de contrat qui devra être mis à la signature. Si la collectivité, par exemple, refuse que ce soit tel éco-organisme qui puisse être son opérateur particulier, si je puis dire, eh bien, ensuite, il y aura une concertation entre les associations de collectivités et l'OCAB pour remettre en cause ou pas la fameuse délégation à un éco-organisme. Aujourd'hui, on a environ 270 demandes de convention qui ont été reçues, ce qui fait en gros près de la moitié de la population. Et on en attend à ce stade encore 650. Alors, concernant les standards de tri, ça j'en ai parlé déjà un petit peu rapidement, qui ont été donc validés par le comité technique opérationnel. Donc ça fait partie des sujets de l'OCAB Bâtiment. Donc pour la catégorie 1, il s'agit de mettre dans une seule benne, dans une même benne, donc uniquement des matériaux de l'inerte. Alors certes, c'est en mélange, mais uniquement de l'inerte. Donc ça peut être du béton, de la chaux, de l'ardoise, du granulat ou de la céramique. Pour ce qui est des non inertes, donc c'est du métal, du bois, du plastique, des laines minérales, du plâtre et des menuiseries. Dans ce qui est accepté, par exemple pour l'inerte spécifiquement, donc comme je l'ai dit, le béton, la brique, tuile, céramique. Enfin, l'idée c'est de faire en sorte que ces matériaux soient valorisés au mieux. On a aujourd'hui un bon taux de valorisation dans les inertes qui est autour de 75%, mais l'idée c'est d'aller encore plus loin. Il nous est demandé, dans le cadre du cahier des charges, de passer à 90% d'ici à 2028 de taux de valorisation. Donc c'est très challengeant, et c'est pour ça qu'il y a une forme pas de coercition, mais en tout cas, on interdit tout ce qui est terre excavée, dans la mesure où ça reste de la matière organique qui ne se valorise pas. Et on interdit à hauteur de 0,1%
le plâtre, parce que si on parle de sous-couche dans le cadre de la valorisation de matériaux inertes, de béton, la sous-couche routière, si on y met du plâtre, eh ben, c'est extrêmement défectueux pour la sous-couche routière. Et donc des autres déchets également sont indésirables en quantité négligeable. C'est-à-dire qu'on peut accepter à la marge, dans une même benne d'inerte, quelques matériaux non inertes de matière en quantité négligeable. Le mot négligeable, dont a été sujet à de lourds débats, notamment au comité technique opérationnel, c'est ce qui a valu quelques voix négatives. Pourquoi ? Parce que le mot négligeable n'est pas un terme juridique et on fait confiance aux acteurs sur le terrain, aux opérateurs, pour considérer que le mot négligeable est vraiment marginal. Et voilà, on donne encore un peu de temps à cette filière pour se mettre en place. Et c'est pour ça que si le mot négligeable ne permet pas des résultats très opérationnels ou très satisfaisants, on le remettra en question. Mais c'est aujourd'hui celui qui a été validé par le comité technique opérationnel. Je continue, j'ai encore un peu de temps. Ouais. Dans le plan, parmi les sujets au CAB, il y a aussi le plan d'action Drumcom. Alors, le plan d'action Drumcom, c'est un sujet qui nous a mobilisés depuis le printemps, depuis le mois de mai jusqu'à actuellement. Ça permet donc aux éco-organismes, dès lors qu'il est question de déchets, de faire une intervention opérationnelle dans chaque des territoires. Alors on s'est réparti un peu les tâches en fonction des territoires. Par exemple, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est Écominéraux et Val-d'Elia. Martinique, Guyane, c'est plutôt Valobat. Réunion, Mayotte, c'est Écominéraux et Écomaison. L'idée de se répartir, c'est qu'il y ait forcément dans chaque territoire les deux catégories qui soient concernées. Catégorie 1 et catégorie 2. Donc ça nous a amené un certain nombre de déplacements sur place, en évoquant la contractualisation avec les collectivités, en discutant, en contractualisant aussi avec les prestataires de collecte et de traitement, et puis aussi un grand sujet réemploi, notamment à Mayotte. Et ça nous a amené à dresser un certain nombre d'actions, des actions plutôt généralistes dans un premier temps, et chaque territoire a eu son plan d'action avec des actions spécifiques pour chaque territoire du Drumcom. Donc, je ne vais pas détailler, mais déjà, ce qui est extrêmement important et ce qu'on n'a pas forcément tout de suite, c'est une étude de gisement précise dans chacun des territoires, avec la mise en place de financement pour un observatoire des déchets du bâtiment. On va cartographier aussi les acteurs du réemploi. Il y a aussi un grand besoin de sensibilisation. Dans cela, on est extrêmement soutenu par les fédérations du bâtiment que peuvent être FFB, CNATP ou la CAPEB. On participe encore régulièrement à des visioconférences qu'on va faire la semaine prochaine, justement, pour sensibiliser les acteurs à la REP PMCB. Participation active aux interfilières qui sont sur place. Et puis, des collectes plus spécifiques aussi pour la collecte, notamment en chantier. Et l'élaboration du maillage territorial des points de reprise, qui ne doit pas forcément être spécifiquement le même qu'au niveau national. Il faut qu'il y ait des ajustements à la marge en fonction des différents territoires. L'idée qu'il y ait un point de reprise tous les 10 km dans certains territoires d'outre-mer est un sens qu'il va falloir parfois retravailler. Et puis des actions en termes de réemploi, avec la création d'un annuaire des acteurs du réemploi et une orientation des gisements de PMCB vers les structures du réemploi. Je pourrais y revenir ensuite. Oui. Alors, et juste un petit sujet, et là parce que c'est un sujet, le sujet du moment. Le sujet du moment, c'est sur la traçabilité des déchets, notamment une application qui est mise en œuvre par des éco-organismes. Donc ça concerne les applications de dépôt de PMCB par les artisans. Il se trouve qu'il y a le contexte, peut-être que vous le connaissez, c'est qu'il y a un courrier de la FFB qui a été adressé à l'OCAB, considérant que c'était assez complexe pour les usagers de devoir gérer plusieurs applications en même temps, car il se trouve qu'il y a des éco-organismes, ce qui est tout à fait compréhensible, mais qu'il y a donc différents types d'applications pour le dépôt de ces PMCB. Et donc, c'est un sujet OCAB, parce que l'idée, c'est de mutualiser, c'est de créer une interopérabilité pour faire en sorte. Est-ce qu'il va y avoir une plateforme commune, enfin une appli commune pour les quatre? La question est ouverte. En tout cas, on est sur le chantier pour y travailler. Il se trouve qu'il y a une application tierce, Cahier Déchets, qui peut faire ce travail, mais
le problème qu'on peut entendre, c'est qu'un artisan qui veut tracer ses déchets sur une application d'un éco-organisme va le déposer envers un opérateur qui sera éventuellement sur une autre application de traçage des déchets. Donc voilà, ça pose question et donc on travaille sur le sujet. C'est l'idée d'un nouveau groupe de travail avec la DSI, avec le GT juridique pour trouver une solution qui, je pense, trouvera donc une issue dès le début de l'année 2024. Voilà. Merci beaucoup, Benoît. Je vous propose de poser vos questions. Vous avez la chance d'avoir l'OCAB qui est ici présent. Est-ce que vous avez des questions? Par avance, je vous remercie de faire assez concis dans vos questions. Et puis voilà, si vous en avez, à vous la parole. Moi, je veux bien poser une question. Bonjour, Jean-Yves Orcel de Circle Chain. J'ai un petit stand. Vous pourrez venir me voir tout à l'heure. Donc, mon sujet à moi, c'est la traçabilité des déchets et des produits de réemploi avec la blockchain. Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler sur ce sujet? Vous le disiez juste à la fin de votre intervention. Est-ce que vous avez commencé à travailler sur le sujet blockchain? À mon sens, le sujet est en cours de projet. Donc, je crois qu'on sera amené à se rencontrer juste après, mais je vous avoue que je n'ai pas la réponse. Je pourrais me renseigner d'ici la fin de matinée pour savoir si on a des éléments à vous fournir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une ou deux autres questions dans la salle? Pas plus de questions que ça sur la REP? François. Oui, bonjour, François Humbert de l'ADEME. Peut-être juste, est-ce que vous pouvez revenir sur les cas de gratuité? Enfin, vous avez parlé des différents types de collecte conjointe. Est-ce que il y a des incidences sur cette partie de reprise? Oui, alors la collecte conjointe, c'est effectivement un sujet qui est revenu par les collectivités qui nous ont dit, voilà, nous, on veut bien faire tout ce que vous voulez, on est pour l'idée de faire pour la traçabilité, la séparation flux par flux, plastique, métal, bois, c'est très bien, mais on a un sujet, nous, c'est qu'on n'a pas la place. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme solution? Donc l'idée qui a été faite, c'est qu'on puisse mettre dans une même benne certains déchets qui peuvent être séparables assez facilement, qui ne demandent pas une opération extrêmement fastidieuse pour séparer ces déchets, pour ne pas remettre en cause la valorisation de ces déchets flux par flux, parce que le cahier des charges nous impose flux par flux, produit par produit, un certain nombre de seuils de valorisation à augmenter aujourd'hui, 2023-2024 à 2028. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place la collecte conjointe qui pourra permettre, donc par exemple le bois, métal, plastique, de mettre dans une même benne ce type de produit sans que ça remette en cause la valorisation de ces déchets. Et donc là, à ce moment-là, la gratuité sera toujours permise. Merci pour ces compléments. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Monsieur. Oui, bonjour, Camille Thirier, je travaille chez Vinci Énergie et je porte un projet autour du réemploi de câbles électriques. Et du coup, j'avais une question par rapport aux zones de réemploi. Si j'ai bien compris, il y a sur les points de collecte des zones de réemploi qui sont envisagées. Comment vous envisagez qu'elles soient opérées, ces zones? C'est-à-dire que pour les réemplois, il faut définir qu'est-ce qu'on récupère, qu'est-ce qu'on ne récupère pas, si on le valorise, combien, comment, enfin... voilà. Est-ce que le sujet est ouvert, d'actualité? Est-ce qu'il y a des perspectives là-dessus? Alors, sur le réemploi, je suis accompagné de personnes qui sont spécialistes. Donc, mais je peux vous juste donner un élément de réponse, c'est que dans le cahier des charges, effectivement, la zone de réemploi, ce qui est indiqué de manière très réglementaire, j'invente rien, c'est qu'on privilégie les acteurs de l'économie sociale et solidaire pour la prise en charge. Et il faut qu'effectivement le contenant soit fermé, évidemment, voilà, pour éviter, notamment en cas d'intempérie, que les produits soient endommagés. À partir de là, ce que je sais, c'est que pour le contrat type collectivité, certaines zones de réemploi qui sont à proximité immédiate de la zone qui sera susceptible d'être point de maillage pourront être admises dans la structure, dans le point de reprise. Par contre, pour plus de précision, peut-être que je demanderai, alors peut-être que je ne sais pas comment on va s'organiser, si elles peuvent répondre tout de suite ou pas.
Allez-y, oui. Donc, bonjour à tous, Marianne Gourcuff, je suis donc animatrice réemploi pour Valobat. Et donc pour répondre à votre question, effectivement, on a un cahier des charges qui encadre en fait cette zone de réemploi et la manière dont justement on doit opérer en son sein. Et donc il est effectivement prévu que ce soit donc les acteurs du réemploi et en priorité les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui aillent directement collecter sur ces zones. Du coup, si votre question c'était de savoir, je ne présage de rien, mais de savoir s'il était possible de récupérer des câbles électriques directement sur zone de réemploi, c'est pas comme ça en tout cas que cette zone a été prévue. Et donc ce sont donc des flux, des gisements qui sont prévus pour être confiés sans frais d'ailleurs aux acteurs du réemploi et notamment aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup pour ces compléments. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle avant de passer à la suite ? Oui, bonjour, Cédric Régeny du CERIB. Juste une question sur le tarif qui est appliqué aux industriels. On voit qu'il y a beaucoup de convergence entre les différentes entités. Est-ce qu'il y aura une convergence des tarifs aussi? Parce qu'il y a des différences qui sont notables entre les différents organismes. Est-ce qu'il y aura une convergence aussi à ce niveau-là, comme il y a une interopérabilité de la récupération? À date, non. Il y a, pour l'instant, si on parle des metteurs, on parle de l'éco-contribution. Oui, non, à ce stade, on n'a pas encore, il n'y a pas encore d'homogénéisation des tarifs à ce sujet. Donc, je pense qu'on aura un premier aperçu de ces nouveaux tarifs au début de l'année 2024 pour une mise en application plutôt au deuxième semestre. Merci beaucoup. Et donc peut-être un petit mot pour finir sur cette éco-modulation, je suppose pour des produits plus écologiques, selon la catégorie de produits qui est commercialisée, et puis selon aussi la quantité que l'entreprise met sur le marché. Elle ne cotise pas de la même manière. Est-ce que cette éco-modulation fonctionne déjà pleinement, ou ça va être aussi progressif ? L'idée, c'est que ce soit progressif. Effectivement, il y a des groupes de travail en ce moment sur l'éco-modulation. Ce qui vise en fait la définition de l'éco-modulation, c'est qu'un industriel, un producteur qui incorpore des matières renouvelables dans son produit, et bien du coup, s'il a un bonus sur l'éco-participation, du coup, c'est ce qu'on appelle cette éco-modulation. Donc, elle sera mise en application en 2024, donc le plus rapidement possible. Mais actuellement, il n'y a pas de. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Merci encore, Benoît. Donc, on va poursuivre avec. Donc, en fait, nous avons, comme je vous disais, les représentants de 3 éco-organismes. Donc Valdélia s'excuse, n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais vous avez bien compris que l'OCAB est une société qui s'exprime au nom des 4 éco-organismes. On va passer ensuite donc avec des pitchs des éco-organismes en question. Donc là, l'objectif, c'est de présenter un petit peu vos actualités, vos projets en cours, et puis voilà, si vous voulez mettre en lumière 1 ou 2 sujets qui vous sont propres en tant que éco-organisme, pour que l'Assemblée vous identifie bien. Voilà, donc j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Rafal Risca. Vous êtes responsable du développement des solutions opérationnelles chez Ecomaison. Et donc je vous laisse présenter, si possible, 3-4 minutes chrono. Qu'est-ce qu'Ecomaison, sans évidemment rappeler ce qui a été dit sur la REP, mais quelles sont vos spécificités et vos actualités? Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous parler de projets d'actualité, projets spécifiques liés à l'Ecomaison. Alors, je vais commencer par ce 3e point qui est lié à la genèse de l'Ecomaison. En fait, l'Ecomaison, initialement, Ecomobilier, créé en 2012, les premiers agréments qu'on a eus, c'était pour les meubles et la literie usagée. Ensuite, il y a des autres agréments qui sont arrivés. En 2018, pour les couettes, oreillers. 2022, agrément pour les jeux et jouets. Et pour les articles de bricolage de jardin. Et l'agrément dans le cadre de la REP MCB. Et le tout dernier, pour la décoration textile. En fait, tous ces agréments nous ont amené une réflexion par rapport à l'obligation des reprises, de ne plus réfléchir par le biais de la REP, mais plutôt par flux. La crainte principale sur les points de reprise quand on les installe chez les distributeurs, c'est la place. Alors du coup, pour optimiser cette organisation, on réfléchit par rapport à la reprise, plutôt de réfléchir par flux.
sachant que dans tous ces REP pour lesquels on est agréé, il y a des produits qui sont communs. Par exemple, quand on regarde le flux de bois, il y a des produits en bois pour les PMCB, pour l'article de bricolage des jardins, pour l'ameublement ou pour les jouets. Et certaines enseignes, en fait, ils sont soumis à l'obligation des reprises. Du coup, on propose un contenant spécifique qui regroupe ces différents flux de déchets et qui permet d'optimiser l'organisation sur les sites, tant au niveau de l'emplacement qu'au niveau logistique. Par rapport à l'actualité d'Ecomaison en 2023, alors ce que déjà évoqué Benoît, en fait, on était surtout focalisé sur l'installation des points de reprise, les points d'émaillage, à différents niveaux, référencement des déchetteries privées, l'installation chez les distributeurs, les négoces et les grandes surfaces de bricolage. Et en fait, les premiers retours d'expérience qu'on se rend compte, c'est que et enjeu pour cette année, pour l'année prochaine, c'est bien communiquer par rapport à ces points de reprise. Parce que dans certaines régions, la reprise PMCB, la gratuité, ça prend très rapidement. Et les flux arrivent bien triés. Et dans d'autres régions, en fait, on voit qu'il y a besoin de communiquer parce que les contenants restent vides. Du coup, ça amène une certaine frustration par rapport à sites sur lesquels on a installé parce que ça demandait des efforts assez conséquents pour réorganiser et mettre en place ces sites-là. Alors, pour cette année, on a cet enjeu de bien communiquer pour ces points de reprise aux différents acteurs du bâtiment et aussi pour l'année prochaine pour que pour que ces installations soient opérationnelles. Au niveau des projets pour l'année prochaine, on va continuer à installer les points de reprise et référencement des déchetteries professionnelles, la continuité et finalisation pour les déchetteries publiques et enfin deux sujets qui arrivent, surtout les sujets des chantiers avec la reprise gratuite pour les chantiers et les entrepôts des artisans. En ce qui concerne les réemplois, Ecomaison, en fait, on a souhaité déjà bien comprendre ce marché parce qu'on s'est rendu compte que c'est en fonction des régions, les méthodes, les modes de réemploi sont très différents. Alors, on a lancé des expérimentations au niveau local et national pour voir quelles sont les solutions en fonction de chaque région. Et ensuite, on souhaite cartographier ces différents macrosystèmes pour déployer les bonnes pratiques au niveau national. Le sujet qui est aussi important, c'est qu'en fait, il faut créer une demande pour initier l'augmentation des volumes. Il y a certaines catégories de produits, que ce soit des catégories 2 ou catégories 1, qui sont bien identifiées et on sait qu'ils sont facilement réemployables. Quand on parle des planchers techniques, c'est un produit qui a plus de demandes que de l'offre sur le marché, mais aussi faire connaître au grand public d'autres produits qui aujourd'hui qu'on peut les récupérer en très bon état et qu'on peut facilement réemployer. Et le dernier point, dans la continuation de l'installation des points d'émaillage, cette fois-ci, c'est plus sur la partie réemploi. Alors, on a déjà évoqué l'installation sur les points des zones de réemploi sur la déchetterie, sur les distributeurs, pour pouvoir initier cette mise en place de réemploi. Merci beaucoup, c'est parfait. Merci beaucoup, Rafal. On va maintenant, je vais donner donc la parole à Élodie Combilot, donc une autre représentante d'Ecominero. Donc vous êtes chef de projet réemploi matériaux inertes, et donc je vous laisse présenter vos actualités en 3 minutes chrono, cette fois en tant qu'Ecominero. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc chef de projet et réemploi. Je veux juste vous rappeler Ecominero, puisque Benoît parlait pour l'OCAP, donc il ne vous a pas trop présenté notre structure. Donc nous, on s'occupe uniquement des déchets inertes. On a été créé il n'y a pas 10 ans, mais spécifiquement pour la REP PMCB par 5 syndicats et 35 entreprises représentatifs des matériaux inertes du bâtiment. Et du coup, notre objectif, et ça a été dit à plusieurs reprises, c'est évidemment la reprise gratuite des matériaux inertes triés, reprise gratuite progressive jusqu'en 2025. Enfin, la gratuité arrivera au niveau de 2025. Et donc, vous retrouvez ici les matériaux inertes que l'on gère dans nos points de reprise, d'ailleurs, qui sont au nombre de 1600 à date. Voilà, on a fait les derniers comptes là, il y a quelques jours, donc
on a atteint ce chiffre-là. Une grande majorité sont les plateformes de recyclage qui faisaient déjà partie du réseau tout simplement de gestion et de valorisation de ce type de matière. Mais on compte évidemment augmenter ce nombre de points de reprise, puisque pour l'année prochaine, on espère en avoir environ 5000. Avec une forte augmentation des déchetteries publiques, du nombre de déchetteries publiques. Benoît tout à l'heure en a parlé, évidemment, avec le contrat type, le contrat unique déployé par l'ensemble des éco-organismes, mais on collectera aussi dans les entreprises, sur les chantiers. Raphaël le reprécisait tout à l'heure. Finalement, notre guide, c'est de pouvoir atteindre les objectifs donnés par l'agrément, donc par l'État, d'atteindre 90% de valorisation matière d'ici à la fin de cet agrément, mais aussi, bien sûr, de mettre un coup de booster sur le réemploi, sans vouloir, pour faire un petit clin d'œil aussi au booster du réemploi qui va bientôt travailler dans la région. Et donc, je vais vous parler plus spécifiquement du plan dont j'ai la charge de piloter jusqu'à la fin de l'agrément. Donc ce plan réemploi qui a été validé cet été par notre comité des parties prenantes et qui se décline sur 5 axes. Je ne vais pas tous les décrire. D'ailleurs, j'espère que vous arrivez à bien voir. Évidemment, il y a une partie promotion, sensibilisation, formation des acteurs, que ce soit maître d'ouvrage, maître d'œuvre, architecte et acteurs du réemploi sur l'ensemble du territoire national. On veut également apporter des solutions pratiques à travers un closier, donc des clauses environnementales. Tout à l'heure, alors j'ai oublié votre nom, désolé, mais en tout cas, la représentante de l'ADEME nous parlait tout à l'heure de l'importance d'intégrer dans les marchés publics et dans l'achat des incitations pour favoriser l'utilisation de matériaux issus du réemploi et de la réutilisation. On va travailler évidemment avec les metteurs en marché sur tout ce qui est éco-conception en amont de ces matériaux-là, mais les deux piliers qui sont au milieu sont très importants puisqu'ils représentent 80% du budget du plan réemploi que l'on va décliner et qu'on va déployer dès maintenant en fait. Le premier, c'est l'accompagnement sur l'expérimentation de chantier et notamment favoriser le diagnostic ressources. Alors, on a beaucoup parlé du diagnostic PEMD qui est évidemment une grande révolution et une grande évolution par rapport au diagnostic déchets. Le diagnostic ressources permet d'aller plus loin et surtout de favoriser le réemploi soit in situ sur chantier ou sur d'autres chantiers. Donc on va pouvoir les financer pour les maîtres d'ouvrage. On va aussi soutenir des chantiers pilotes et expérimentaux pour intégrer des matériaux inertes dans des nouvelles constructions ou de la rénovation. Donc on parle de briques, de tuiles, de béton, évidemment, de pierre. Et autre pilier important de ce plan réemploi pour lesquels on met beaucoup de financement derrière, c'est le soutien à l'implantation de plateformes de réemploi et de réutilisation, des plateformes physiques qui permettent de collecter, stocker, massifier, regrouper les matériaux qui puissent être le plus facilement disponibles pour les maîtres d'ouvrage, des acteurs du réemploi évidemment. Et donc ça viendra à travers le soutien aux études de faisabilité en amont, mais aussi la mise en place et le soutien au fonctionnement de ces plateformes de réemploi et de réutilisation. Voilà. Et l'ensemble de ce plan d'action est réalisé conjointement et en partenariat pour certains des axes, notamment les deux derniers dont j'ai parlé, avec Ecomaison et Valdelia, pour la catégorie 2. Merci beaucoup, Elodie. Alors, si les diapos sont passés un peu vite, rassurez-vous, ils seront à votre disposition, sous réserve de l'accord de chaque intervenant, mais ils seront à votre disposition dans les semaines qui viennent, donc vous aurez le temps de les regarder plus en détail. On va terminer la première conférence de cette journée donc avec Valobat, éco-organisme nouvellement créé qui traite des deux catégories de déchets, 1 et 2. Et donc, je laisse la parole à Marianne Gourcuff. Vous êtes animatrice réemploi chez Valobat. Tout à fait, merci beaucoup Lucien. Donc bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors très rapidement donc sur Valobat, comme le précisait Lucien, donc on a été agréé en octobre 2022 et donc nous sommes le seul éco-organisme agréé sur les deux catégories donc de produits matériaux, à la fois l'inerte et les éléments de seconde œuvre. Outre évidemment, comme l'ensemble des éco-organismes et comme Benoît l'a rappelé dans son intervention pour l'OCAB, Valobat aussi travaille bien sûr à l'ouverture de points de reprise qui constituent une large priorité en ce moment pour justement permettre d'offrir des solutions de reprise des déchets sur l'ensemble du territoire.
Et donc justement, ce sont nos équipes au niveau régional qui font ce travail en ce moment même, avec un objectif chez Valobat d'ouverture de 1000 points de reprise d'ici la fin de l'année 2023. Moi, je voulais faire un petit focus justement, puisque c'est le thème de la journée, sur le réemploi et rappeler à ce titre que... Rappeler à ce titre que dans le cadre de la REP, effectivement, on a des objectifs de réemploi extrêmement ambitieux, puisque donc l'étude de préfiguration de l'ADEME estimait à 1% le taux de réemploi actuellement, et les éco-organismes doivent réaliser donc 2% en 2024, 4% en 2027 et 5% en 2028. On voit donc à quel point cette problématique a été mise au centre de la REP, et comment, parce qu'on a un éco-organisme et au cœur finalement de toutes les parties prenantes du chantier et des metteurs sur le marché, comment on va pouvoir articuler finalement le réemploi avec le recyclage, mais également avec plus en amont, par exemple l'éco-conception, avec l'idée de finalement faire valoir le réemploi comme une démarche de bon sens constructif. Alors je voulais revenir sur l'implantation justement du réemploi sur le schéma aval. Là, on n'aura pas vraiment le temps, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur notamment les zones de réemploi ou les autres obligations prévues par le cahier des charges. Rapidement, sur notre plan d'action réemploi, il a aussi été donc, validé par notre comité des parties prenantes cet été, mais également par les pouvoirs publics. Et on a eu une approche en deux temps. Une première approche en 2023-2024 qui est plutôt une phase d'expérimentation, puisqu'on a encore besoin finalement de données, de consolider aussi nos données, nos connaissances sur le réemploi, pour ensuite, à partir de 2025, déployer justement les actions qui auraient été les plus pertinentes réalisées en 2024. On a articulé ce plan d'action autour de 3 axes. Et finalement, des axes qui sont les conséquences, les enseignements tirés des rencontres qu'on a eues avec les acteurs du réemploi. D'abord, l'objectif d'activer la demande de matériaux, c'est-à-dire soutenir à la fois les maîtres d'ouvrage, mais aussi les entreprises de travaux pour qu'ils puissent prescrire, mais également se fournir en matériaux de réemploi. Je passe rapidement. Le deuxième axe, c'est celui de structurer l'offre de matériaux. Pareil, en encourageant la généralisation de la déconstruction sélective, mais également en mettant à disposition ces gisements aux bons acteurs, notamment à travers les zones de réemploi, mais également sur chantier, et en accompagnant le volet technique. Camille Golem nous parlait tout à l'heure justement du projet Spirou, et donc l'idée c'est aussi de pouvoir harmoniser finalement les process, les pratiques de la déconstruction à la réintégration des matériaux, pour justement faire en sorte de proposer la meilleure gestion de risque finalement possible dans le réemploi, qui reste encore, il faut le dire, un obstacle qu'il s'agit de dépasser. Et enfin, troisième axe, il s'agit bien sûr d'organiser la rencontre entre cette offre structurée et cette demande activée. Là encore, on a des efforts à faire. Très souvent, on a des maîtres d'ouvrage qui sont très volontaristes pour déconstruire justement de manière sélective les éléments de leur bâtiment avant la démolition. Et nous, notre rôle, ça va être, à travers des outils, en lien aussi avec le CSTB par exemple, d'accompagner aussi la mise en visibilité de ces flux pour faire en sorte que les acteurs se rencontrent. Et justement, un acteur qui nous a paru essentiel chez Valobat à soutenir pour cette mise en relation, ce sont également, et Elodie en parlait, les plateformes physiques de réemploi, avec donc une actualité donc chez Valobat, puisqu'on a publié le 26 octobre dernier un appel à manifestation d'intérêt de soutien aux plateformes existantes, donc de stockage, de réemploi, de reconditionnement. Et ici, l'idée, c'est de proposer des enveloppes qui vont jusqu'à 300 000 € pour soutenir des projets intéressants quant à la massification des flux ou encore quant à la structuration de l'offre. Donc soutenir des projets d'ateliers donc bois par exemple ou métal, des projets de lignes de reconditionnement ou encore des projets de création en série de produits à partir de matériaux du bâtiment. D'ailleurs, on organise le 20 novembre prochain, donc lundi à 15 h,
un webinaire pour répondre justement aux questions qu'a pu susciter la publication de cette AMI. Et je vous invite bien sûr à vous y inscrire. Je finirai justement par un prochain AMI qui sera proposé début 2024 et qui lui concernera le soutien à la création de nouvelles plateformes physiques sur le territoire, avec ici l'ambition d'accompagner un maillage finalement pertinent de ces plateformes physiques qui nous semblent encore une fois être des acteurs indispensables à la massification du réemploi aujourd'hui. Merci beaucoup Marianne, merci à vous trois et à vous quatre. Donc vous avez compris, les éco-organismes travaillent sur le déploiement du recyclage mais aussi du réemploi, ces deux volets complémentaires et indissociables. Ils vont être à votre écoute peut-être pour certains pendant la pause que nous allons commencer tout de suite. Donc je vous donne rendez-vous à 11h15 précise. Pardon ? Ah oui, les questions, je vous propose d'enchaîner pour avoir aussi un temps de pause et plutôt échanger pendant la pause. On se retrouve à 11h15 précise pour démarrer la conférence sur le réemploi. Donc on va largement revenir sur la question d'assurabilité, de garantie et puis de logistique évoquée par les éco-organismes. Merci beaucoup et à tout à l'heure, 11h15.